Bonsoir Guillaume. Bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Et dans l'actualité ce soir, l'Europe une fois de plus, avec ce dernier Conseil européen, le dernier de l'année. Et ça se passe à Bruxelles, ça se passe comment? Ça se passe plutôt bien, c'est le dernier, effectivement, l'ambiance devrait être plus légère, plus souriante que ce qu'on a pu vivre par rapport à ces derniers mois. Il faut dire qu'en l'espace de quelques heures, on a enregistré 2 avancées majeures sur des dossiers qui traînaient en longueur, sur le dossier grec et puis sur l'union bancaire. On va y revenir dans un instant. Écoutez en tout cas la satisfaction de François Hollande à son arrivée à Bruxelles tout à l'heure. Pour lui, clairement, ce sont des progrès considérables qui ont eu lieu en l'espace de quelques heures. Écoutez le président de la République. C'est une bonne journée pour l'Europe. Depuis le sommet de la fin du mois de juin, nous avons avancé et nous avons pu régler cette nuit même et la question de la Grèce qui faisait débat depuis tant de mois et la question de l'union bancaire puisque la crise est venue des banques et que les mécanismes ont été introduits pour que plus rien ne soit plus comme avant. Donc voilà, lorsque l'Europe avance, nous devons, et notamment en France, nous souligner parce que ce qui s'est passé au mois de mai, avec le vote des Français, a été, je crois, un des éléments qui a permis d'arriver à ce résultat. Maintenant, il faut le consolider. Voilà François Hollande à son arrivée à Bruxelles tout à l'heure. Dans le détail, donc, il y a eu d'un côté ce feu vert octroyé à la Grèce qui va bien cette fois toucher l'aide internationale de 34 milliards d'euros qu'elle attendait depuis plusieurs mois. Autre avancée majeure, la création d'un superviseur bancaire en zone euro. C'est bien la Banque Centrale Européenne qui aura cette casquette, même si elle ne coiffera que 200 banques sur les quelques 6000 recensées dans la zone. Sur ce point, les Allemands ont obtenu gain de cause. On va retrouver en tout cas Caroline Morisseau en direct de Bruxelles, envoyée spéciale de BFM Business pour ce Conseil européen. Caroline, on a mine de rien avancé sur 2 dossiers prépondérants qui traînent à longueur, d'où l'enthousiasme des politiques ce soir. Oui, c'est ça. Je crois que les déclarations que vous venez d'entendre de François Hollande traduisent bien l'ambiance générale, enfin l'ambiance officielle en tout cas ici. Avant François Hollande, tous les chefs d'État sont arrivés avec le même discours délibérément optimiste. Angela Merkel notamment a salué un accord d'une valeur inestimable. Alors la France aurait pourtant voulu aller bien plus loin. Elle aurait voulu que les 6000 banques européennes soient sous le contrôle de la Banque Centrale Européenne. Finalement, il n'y en aura que 200, mais pas question de parler de divergence. Ici, on sent bien que les chefs d'État mesurent à quel point cette union bancaire a valeur de test. C'est un premier pas vers plus de fédéralisme. Donc pour eux, c'est l'Europe qui joue sa crédibilité. Ils veulent, ces chefs d'État, absolument démontrer que l'Europe est capable d'aller vers plus d'intégration. Caroline Morisseau en direct de BFM Business pour ce Conseil européen à Bruxelles. Tiens, une vision de l'Europe, vision immobilière. Est-ce que chez Daniel Féot, vous vendez beaucoup de maisons en Grèce? Est-ce que la demande est forte et surtout, est-ce que l'offre est plus forte qu'avant la crise? L'offre est effectivement plus forte qu'avant. Bon, on est spécialisé dans le très très haut de gamme et encore plus en Grèce. Et c'est vrai que c'est un marché qui a énormément souffert au cours des dernières années. Mais est-ce que vous avez des îles incroyables à vendre, comme on le dit, comme on le susurre? Je ne sais pas si... Écoutez, nous n'avons pas actuellement d'îles à vendre. On a de belles propriétés. Notre correspondant, donc Christie's, qui est à Athènes et qui s'occupe des îles grecques, a effectivement de très belles propriétés dans les îles grecques, mais pas d'îles. Voilà, c'est l'économie vue d'un autre angle. On va parler du dossier des gaz de schiste puisque c'est officiel depuis aujourd'hui. La Grande-Bretagne va bientôt reprendre l'exploration. Le gouvernement avait interdit la fracturation hydraulique il y a un peu plus d'1 an alors que des secousses sismiques avaient été enregistrées sur un site de forage. Interdiction levée donc aujourd'hui par le gouvernement qui va, cela dit, renforcer les contrôles d'activité sismique. La Grande-Bretagne est aujourd'hui le plus gros consommateur de gaz en Europe. Il est 18h05, on poursuit ce journal de l'économie avec en France, on va discuter ferme et on discute même en ce moment pour ArcelorMittal. Oui, le groupe a convoqué un conseil d'administration extraordinaire à Paris pour présenter aux salariés de Florange les grandes lignes de l'accord conclu avec le gouvernement il y a 2 semaines. Force ouvrière et la CGT ont, cela dit, arrêté les discussions au bout d'1 heure. Lakshmi Mittal lui répétait encore ce matin dans la presse qu'il s'engageait à trouver des solutions pour les 629 salariés des Hauts-Fourneaux dont la fermeture est prévue, vous le savez, au printemps prochain. On va parler tourisme à présent avec une étude qui nous confirme, mais c'est un bruit qu'on avait déjà entendu, que vu de l'étranger, apparemment les Parisiens ne sont pas perçus comme les personnes les plus conviviales. C'est un sondage des internautes de TripAdvisor qui nous le dit. Plus largement, ce dont on se rend compte, c'est que ce n'est pas seulement notre manque de convivialité qu'ils nous reprochent. Delphine You, en gros, pour entrer dans le top 10, il faudra encore attendre un petit peu, visiblement. Et oui, le verdict de TripAdvisor est sans appel. Paris a beau être la ville lumière, elle a encore beaucoup à faire pour séduire
les voyageurs du monde entier. La capitale arrive en queue de peloton sur bien des thèmes. 33e sur 40 donc pour la convivialité des habitants, 30e pour la gentillesse de ses chauffeurs de taxi, 31e pour le rapport qualité-prix. Vous espériez une meilleure place pour le shopping, c'est raté. Paris n'arrive même pas à entrer dans le top 10 et vient occuper laborieusement une 11e place, devancée de loin par New York, Bangkok, Dubaï ou encore Londres. La capitale ne peut donc compter que sur ses transports en commun pour entrer dans ce top 10 et encore de justesse, elle n'est que 10e. Elle ferait bien de s'inspirer de Tokyo qui décroche 5 fois la meilleure place sur les 9 sujets considérés. Merci Delphine Liu. Ça compte aussi, Charles-Marie Jotras, ça compte aussi ce type de classement pour les acheteurs? Non, je ne pense pas. Mais c'est vrai que Paris reste, pour beaucoup de gens, la plus belle ville du monde. Et bon, c'est pour ça que, au-delà de 5 millions, notre clientèle est à 50% étrangère. Et on reste en Ile-de-France avec le projet de super métro parisien. Le Grand Paris coûtera finalement plus cher que prévu, 30 milliards d'euros, alors qu'il avait été budgété un peu plus de 20 milliards. C'est ce qui ressort d'un rapport remis aujourd'hui au gouvernement. Le projet, pour l'instant, est censé aboutir en 2025. L'actualité des entreprises, le titre Renault en hausse d'1,5% aujourd'hui à Paris. Le groupe a annoncé ce matin qu'il se retirait définitivement de Volvo, groupe avec lequel il avait failli fusionner, c'était il y a 20 ans. Il va céder ses quelques 6% à des investisseurs institutionnels pour près d'1,5 milliard d'euros. Le titre Danone, lui aussi, en légère hausse aujourd'hui à Paris. Le groupe a annoncé un nouveau plan d'économie de coûts pour s'adapter à la crise, à la baisse de consommation en Europe. Plan de 200 millions d'euros d'économie sur 2 ans. Aucune fermeture d'usine en tout cas n'est prévue pour l'instant, précise le groupe. Le titre TF1 lui a fait encore plus fort, plus 5,4% ce soir à la clôture. Le groupe a lui-même annoncé ce matin que l'américain Discovery Communication pourrait prendre 20% de la filiale Eurosport avec une option pour monter éventuellement d'ici 2 ans à 49 voire à 100% du capital de la chaîne sportive. Et puis dans les télécoms, une lourde amende infligée aujourd'hui à SFR et Orange. Ils vont payer au total 183 millions d'euros. Les faits remontent à 2006. Suite à une plainte de Bouygues Télécom, ces 2 concurrents ont été reconnus coupables de pratiques anticoncurrentielles. SFR et Orange, en tout cas, ont décidé de faire appel. Merci d'écouter ou de regarder BFM Business. Il est 18h passé de 9 minutes.